Sarah Gainsburger, bonjour. Bonjour. On vous reçoit à la Fondation Jean Jaurès donc pour la publication de votre ouvrage Mémoire vivre, chronique d'un quartier Bataclan 2015-2016, donc sorti aux éditions Adamossa. Vous êtes sociologue de la mémoire. Vous publiez cet ouvrage qui est en fait un recueil de chroniques que vous croisez avec un certain nombre de photographies. Et c'est une série de chroniques. Vous habitez dans le 11e arrondissement. C'est une série de chroniques que vous avez fait à la fois en réaction à ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, mais aussi bien évidemment aux attentats du 13 novembre. Vous avez commencé ces chroniques le 27 décembre 2015 et vous les terminez le 20 septembre 2016. C'est, comme vous le dites, des chroniques sociologiques en fait, que vous faites en bas de chez vous, dans ce que vous analysez, dans les transformations du quartier que vous voyez au jour le jour. Mémoire vive, en quoi la mémoire de ces deux événements qui se tiennent dans le même quartier, donc Charlie Hebdo et le 13 novembre, en quoi cette mémoire elle est encore vive aujourd'hui encore dans le 11e arrondissement? En fait, elle est encore vivante parce que de toute façon, toute mémoire est vivante tant qu'il y a des gens pour la porter. Et l'idée c'était d'appeler le livre Mémoire vive parce que c'était vraiment dans l'immédiat après les événements et donc la manière dont la mémoire vit dans le sens où elle n'est jamais figée. Elle bouge tout le temps, elle s'inscrit dans d'autres lieux, dans d'autres espaces, selon avec qui on parle, etc. Et elle est vive, elle est toujours vive aujourd'hui, pas forcément que parce qu'elle est traumatique ou bouleversante, mais parce que elle est présente, tout simplement, dans le quartier. Bon, déjà, c'est vrai qu'il y a des nouvelles figures qui a fait son apparition dans le quartier, c'est le touriste. Donc le touriste qu'on croise maintenant régulièrement, alors que c'était pas du tout un quartier touristique, il nous rappelle que quelque chose s'est passé. Puis aussi parce qu'on continue, nous les riverains, les gens du quartier, à en parler entre nous dans plein de contextes différents, à la fois de manière évidemment triste, mais aussi de manière gaie, parce qu'on se rappelle certaines choses absurdes qu'on puisse passer dans la suite des événements. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites, et vous l'analysez, c'est très intéressant dans votre livre. Vous parlez des touristes, et vous parlez aussi des habitants du quartier. S'agissant des touristes, vous évoquez quelque chose dans le livre c'est une réflexion effectivement qu'un certain nombre de gens du quartier, ou même des Parisiens, c'est une réflexion qu'on puisse faire, ces gens-là, c'est est-ce que les touristes qui viennent, ce sont ce que vous appelez des touristes qui aiment le macabre, et ça participe de ce phénomène-là, le tourisme macabre? A priori, comme ça, brûle pour point, c'est vrai qu'il y a une forme de voyeurisme dans le fait de venir, et un certain nombre de gens qui viennent s'attellent en priorité à photographier tel impact de balle, tel lieu. Mais ce qu'on voit vraiment, si on va régulièrement observer les touristes, c'est qu'en fait, ils viennent aussi parce qu'ils ont l'impression d'une forme de communion par rapport à l'événement. C'est une façon aussi de non seulement rendre hommage aux victimes, mais aussi avoir l'impression de participer d'une sorte de civisme, une action très ordinaire finalement, d'adhésion à quelque chose de commun. Et par exemple récemment, je ne sais pas si c'est un nouveau programme mis en œuvre par la Défense, j'ai observé la venue de toute une nouvelle promotion de futurs marins qui étaient en uniforme de jeunes recrues et qui venaient en groupe avec leur instructeur sur les lieux du Bataclan parce que c'était aussi l'idée que ça pouvait construire quelque chose de commun, de partagé, une forme, ça fait aussi partie de l'histoire nationale maintenant. Donc il y a ça aussi. Vous dites dans votre livre que ça peut s'apparenter à ce que vous appelez du conformisme, du conformisme humanitaire, du conformisme social. Comment et en quoi ce conformisme-là se retrouve ailleurs qu'à Paris? Vous parlez, bien évidemment, toutes vos chroniques se tiennent dans le 11e arrondissement de Paris. Vous avez une chronique qui se tient à Grenoble et vous observez que la façon dont on peut se souvenir et la façon dont on peut commémorer ce qui s'est passé le 13 novembre hors de Paris est finalement assez différent de ce que vous observez au quotidien dans le 11e arrondissement. La question est, en quoi peut-on qualifier cet événement-là finalement d'événement national si la façon dont on le commémore est différente entre l'une ville et une autre? Alors justement, moi c'est vrai que étant originaire de Grenoble, je m'y rendais régulièrement, donc ça a été un peu mon cas test. Et c'est vrai en quittant le 11e pour aller à Grenoble, je m'apercevais qu'il y avait quelques traces dans l'espace public d'un rapport à l'événement, mais très peu par rapport à mon quotidien, évidemment.
Ça ne veut pas dire que les gens entre eux n'en parlaient pas, mais ils en parlaient très différemment et de façon quand même moins intense. Et en fait, de mon point de vue, c'est comme pour la mémoire collective. Une mémoire collective, ça ne veut pas dire qu'on pense tous la même chose par rapport à l'événement. Ça veut dire qu'on construit tous son propre rapport, qui est pour partie subjectif à l'événement. Et je pense qu'à Grenoble, comme à Paris, c'est quand même, il s'est passé quelque chose. Après, on ne pense pas forcément la même chose de ce qui s'est passé, on ne s'en souvient pas de la même manière, mais on construit quelque chose par rapport à lui. C'est vrai que cette différence, elle m'est apparue avec force quand il y a eu les attentats de Nice. Pour le coup, dans l'autre sens, c'est que vraiment, quand il y a eu les attentats de Nice, en plus j'avais pensé arrêter le blog dont le livre est tiré, et arrive l'attentat du 14 juillet, qui est évidemment atroce et qui a ému à juste titre tout le monde, dont moi. Mais cette émotion, elle avait absolument rien à voir avec le mal-être, avec tout ce que j'avais pu vivre au quotidien, moi, après le 13 novembre. Et c'est là où je me suis rendu compte, en miroir, que ce que les autres personnes en France avaient dû vivre par rapport au 13 novembre n'avait aucune commune mesure avec ce que nous, dans le quartier, avions pu ressentir. Donc ce décalage-là, il a été particulièrement vif après le 14 juillet. Alors, il y a un endroit qui symbolise bien évidemment cette mémoire vive, à la fois des attentats de Charlie Hebdo, Hypercacher de Montrouge et des attentats du 13 novembre à Paris, mais aussi qui permet de commémorer les autres attentats, l'attentat de Nice dont vous parlez, mais également les attentats qui se passent dans d'autres pays. Vous parlez d'Ankara et d'autres attentats, la Tunisie également. Donc c'est la place de la République. La place de la République a vécu un certain nombre d'autres événements tout au long justement de cette année, à la fois fin 2015, mais aussi tout au long de l'année 2016. On pense à Nuit debout, mais on pense aussi aux manifestations contre le travail, etc. Comment la mémoire des attentats a-t-elle fait pour rester finalement au cœur de ce qu'est la place de la République, avec cette succession d'événements et de manifestations qui n'ont rien à voir avec les attentats? Alors en fait, moi je travaillais dans le quartier avant Nuit debout, avant les manifestations contre la loi travail. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en travaillant sur les traces des attentats dans le quartier, quelque part je suis tombée sur Nuit debout. Et comme j'étais partie de là, ce qui m'a intéressée, c'était de voir à quel point il y a eu un lien fort entre le fait d'installer Nuit debout place de la République et d'une forme de réaction publique aux attentats, notamment parce que du coup, je me suis mise à observer les débats de Nuit debout, les inscriptions dans l'espace public à Nuit debout. Ça, par exemple, le fait de recouvrir à ce point-là l'espace de la place, de tags, etc., c'est quelque chose qui était préalable à Nuit debout et qui est vraiment dans la continuité de ce qui se faisait pour la commémoration des attentats. Et surtout, les discussions de Nuit debout étaient parsemées de rapports aux attentats. Oui, on est là aussi parce que on veut quand même reconquérir l'espace public, on veut ressortir, on veut rediscuter, on veut construire du commun. Et dans les paroles de chacun, il est évident qu'on c'était par rapport à l'événement du 13 novembre, c'est-à-dire reconquérir cet espace public qui nous a été pris par la force et la violence de la tuerie. Et en même temps, vous montrez bien que les deux espaces sont bien séparés. Il y a d'un côté l'espace du mémorial, comme vous l'appelez, et qui est séparé et qui est délimité avec l'autre espace qui est l'espace justement de manifestation et de Nuit debout. Cet espace-là, il est matériellement visible. Oui, en plus. Il y a une répartition symbolique de la place, de la géographie de la place, entre Nuit debout d'un côté, donc le côté 11e disons, le mémorial, ce qui en est resté, qui était plutôt côté 3e, et l'espace que j'ai appelé légitimiste, côté 10e, où c'est les manifestations officielles qui se passent là, puisque c'est là où il y a l'arbre présidentiel, et surtout c'est là par exemple où il y a eu la manifestation des policiers contre ce qu'ils ont appelé la haine anti-flic, dans la suite de Nuit debout. Et donc là vraiment ce jour-là c'était une très grande violence sur la place, symbolique par rapport à cet usage, et du côté Nuit debout, il n'y avait personne parce que la place était interdite, mais par contre dans la nuit avait été inscrit par terre un mémorial géant aux victimes je cite, aux victimes des violences policières et notamment aux victimes dans l'histoire, par exemple les massacres du 17 octobre 61, etc. Donc il y a vraiment un rapport à l'espace qui figure aussi un rapport différent à des types de mémoire, y compris évidemment la citation de la mémoire de la commune,
c'est un espace chargé de références historiques qu'a été la place de la République pendant toute cette année-là. Alors vous appelez la place de la République, donc, avec un certain nombre d'objets qui sont déposés pour commémorer justement et pour se souvenir, du même type qu'un certain nombre d'objets, de fleurs sont déposés au pied du Bataclan, devant le Bataclan, pareil, pour montrer son soutien et sa compassion. Donc, la place de la République, vous dites que c'est un mémorial. Et en même temps, dans l'une des chroniques, vous dites attention, avec les connotations religieuses qu'il peut y avoir, on pourrait presque aussi dire qu'il s'agit presque d'un sanctuaire, et un sanctuaire sur lequel on viendrait faire son pèlerinage. Donc, sanctuaire, mémorial. En fait, ça dépend de qui on est, et il y a plusieurs types de pratiques sociales qui ont lieu autour de la statue. Donc physiquement, en fait, ça reste une statue. D'ailleurs, c'est redevenu une statue, même si de manière épisodique. C'est un lieu où il y a des nouvelles inscriptions, soit mémorielles, soit de conflits sociaux. Par exemple, là, suite à l'affaire Fillon, il y avait beaucoup d'inscriptions sur la corruption sur la statue. Et donc, pour certains, c'est un pèlerinage. Il y a notamment eu pas mal de dépôts de bougies religieuses. Et j'ai assisté à plusieurs reprises à des gens qui priaient dans différentes religions sur la statue. Et pour d'autres, c'est plus un lieu mémorial où on va pour partager avec d'autres une forme d'espace commun par rapport à l'événement, mais aussi par rapport à d'autres événements. Il y a eu des commémorations liées à la Première Guerre, à la Deuxième Guerre, à d'autres attentats évidemment, mais en France ou ailleurs, par exemple Orlando, Bruxelles. Donc c'est un lieu en résonance. L'une des réflexions intéressantes de votre livre et qu'on n'a pas forcément en tête quand on n'habite pas comme vous dans le 11e arrondissement et quand on n'observe pas avec précision comme vous le faites ce qui se passe et qui gère l'espace. L'élément intéressant, c'est finalement ceux qui s'occupent de l'espace et qui entre guillemets s'occupe de nettoyer et d'organiser finalement ce mémorial. Vous dites que c'est très différent entre la place de la République et devant le Bataclan. Place de la République, vous avez une association qui a finalement la main mise, je dirais, sur l'organisation des objets, sur la façon dont doivent être disposés les objets, qui a la main mise sur le nettoyage de ce mémorial-là. Donc une association, mais pas les pouvoirs publics. Et devant le Bataclan, au contraire, c'est les pouvoirs publics qui ont à charge ce rôle-là. Ça, c'est intéressant. Et finalement, qui est le plus légitime pour s'occuper de ça ? Je pense que c'est un des intérêts du livre et des chroniques, c'est de voir au jour le jour les tensions qu'il peut y avoir entre qui a la légitimité sur quoi, parce que finalement, ce qui est disposé dans l'espace public, ça appartient à qui, et qui est légitime pour soit le récupérer, soit lui donner un sens. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier, après Charlie Hebdo, il y a un certain nombre de gens qui se sont réunis. Donc, ce n'est pas une association Val 1901, c'est un collectif Facebook qui se sont réunis pour entretenir le souvenir des 17 victimes de janvier. Qui s'appelle 17 plus jamais. 17 plus jamais, voilà, autour de la place de la République. Mais c'était impressionnant quand je les observais en action. Donc, ils nettoyaient, ils aménageaient, ils choisissaient ce qui devait être jeté ou pas. Donc, il y avait toute une lecture très consensuelle, pas du tout politisée. Ce qui a aussi participé de la rupture avec Nuit debout, c'est que Nuit debout a remis du politique, du conflit dans l'histoire. Et par contre, en janvier, les pouvoirs publics parisiens n'ont pas agi. Notamment, ils n'ont pas décidé de collecter pour les archives municipales tout ce qui était déposé à la République. Donc en fait, petit à petit, l'espace public a été en quelque sorte privatisé par ce collectif 17 plus jamais. Tandis qu'au Bataclan, on n'était plus en janvier mais en novembre, au Bataclan et devant l'ensemble des terrasses concernées par la nuit du 13 novembre, il y avait un peu l'expérience de janvier et aussi ce qui s'est passé, c'est que l'emprise dans l'espace public était beaucoup plus gênante devant les terrasses. Par exemple, les riverains dont je suis, on ne pouvait plus passer devant le Bataclan. On devait obliger d'emprunter la rue, la voirie, le passage des voitures, c'était très dangereux. Et donc petit à petit, la mairie a décidé de collecter ces documents et de les archiver. Ce problème de circulation dans l'espace public ne se posait pas à Place de la République, parce que c'est une place piétonne, il y a beaucoup de place pour passer, jamais personne n'a été gêné par la quantité d'hommages. Donc c'est deux logiques différentes. Et à partir de novembre, la mairie de Paris et les archives municipales se sont mis dans la collecte, et donc elles ont pris en charge tous ces matériaux qui maintenant, d'ailleurs depuis quelques jours,
sont accessibles sur le site internet des Archives de Paris. Dans vos observations, vous nous dites que vous voyez un certain nombre de gens qui viennent se recueillir en prenant des photos. À la fois des lieux, donc les locaux de Charlie Hebdo, le Bataclan, les cafés, les terrasses de café, la place de la République également avec tout ce qui est déposé. Est-ce que photographier, c'est aussi une façon de se recueillir ou on est passé à autre chose que du recueillement? De se recueillir, ça je ne sais pas, mais d'une forme de commémoration, oui. Vraiment, ça c'est clair que sur les lieux, moi j'ai mis énormément de photos dans le livre, c'était aussi une façon de rendre ça vivant et d'attester de tout ce qui s'était passé pour les lecteurs. Mais les gens sur les lieux utilisent énormément la photo, énormément les selfies, et ils se photographient en groupe. Et la logique est aussi de dire, voilà, j'y étais. Ça atteste qu'ils ont fait cet acte de recueillement quand même sur un lieu qui est un lieu douloureux. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'il y a encore un traumatisme de ce quartier et des habitants du 11e arrondissement dont vous faites partie, à la fois lorsque ces habitants-là passent devant les lieux où se sont tenus les attentats, mais d'une façon générale aussi, vous parlez de l'école, vous parlez des enfants, de la façon dont les enfants aussi se souviennent de ce qui s'est passé et en parlent à l'école. Est-ce que vous sentez encore que ce quartier finalement est traumatisé? En fait, dans le livre, j'ai une chronique qui s'appelle Traumatisme, justement parce que il y a beaucoup de travaux sur le traumatisme, et ils sont très importants qu'ils existent. Mais moi, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est comment cette mémoire vive, elle s'insère aussi dans les choses les plus ordinaires et les plus quotidiens, au-delà de toute question du traumatisme. Oui, le quartier est un quartier où il s'est passé ça ne changera jamais, mais en même temps, maintenant, c'est aussi un événement qui est approprié comme un des événements qui a été vécu dans le quartier. Et on voit dans les conversations que quand on en parle, c'est dans des contextes particuliers, c'est pas n'importe quand, c'est pas du tout quelque chose qu'on refoule, mais c'est quelque chose qui a ses lieux pour être évoqué, et d'autres lieux et d'autres moments où c'est pas du tout d'actualité. Par exemple, on parle des enfants, c'était très intéressant dans le livre parce que de faire du terrain sociologique avec mes enfants, ça m'était jamais arrivé. Et une partie de ce que j'ai observé à travers les yeux de mes enfants, qui ont maintenant 9 ans et 5 ans. Dans la réinterprétation notamment de toute modification du quartier qui n'a rien à voir peut-être avec les attentats, mais qui sont exactement, puis eux, ils voient ça à travers leurs yeux d'enfants, qui n'ont pas du tout la même socialisation, ils sont beaucoup plus en construction que moi. Et par exemple, mon fils, au début, il voyait plein de bougies en passant, parce que tous les jours, on passe devant le Bataclan, aller-retour pour aller à l'école. Et lui, son envie principale, c'était d'aller les souffler. Il me dit, ah maman, c'est trop super, je vais souffler les bougies. Et moi, le premier jour, je lui ai dit, non, tu sais, c'est pas fait pour être soufflé, c'est pas des bougies d'anniversaire. Puis au bout d'une semaine, je lui ai dit, bon, allez, tu peux en souffler une. Et pour lui, et quelque part, il est devenu un enfant de ce quartier. C'est-à-dire qu'on est allé on était à Grenoble récemment, et il y a un fleuriste qui s'est étendu sur la rue, qui a mis ses fleurs, et mon fils me dit, ah, tu crois qu'il va mettre bientôt des bougies? Parce que pour lui, des fleurs étendues dans l'espace public, ça va aller avec des bougies. Mais pas du tout comme un événement traumatique, comme un événement normal pour lui, parce que c'était son quotidien. Donc voilà, c'est plus la manière dont chacun a pu y faire sens selon qui il est et son propre parcours. Très bien, merci beaucoup. On rappelle, c'est un livre objet donc, qui est fait de belle façon, de façon totalement originale, donc qui mélange donc une série de courtes chroniques faites au jour le jour avec de très belles photos que vous avez faites, et on invite tout le monde vraiment à découvrir ce livre-là, qui est un livre original et qui n'avait pas encore été fait à la suite des attentats. Sarah Gainsburger, Mémoire vive, chronique d'un quartier Bataclan 2015-2016 aux éditions Anna Moussa. Merci beaucoup. Merci.